Puis en plus de cette connaissance du sol, on va leur montrer, c'est un peu comme un expert qui vient voir estimer une maison, on va leur montrer le niveau de dégradation de leur sol. Un sol, il se dégrade en 3 points. D'abord biologique, c'est-à-dire que quand vous mettez trop d'engrais chimiques, trop de pesticides, trop de machines lourdes, de l'irrigation, vous faites effondrer le taux de matière organique. Le taux de matière organique a été divisé par 2 en France depuis 1960. Et une fois que vous avez perdu votre matière organique, il n'y a plus de faune, les vers de terre disparaissent. Et comme c'est les vers de terre qui remontent tous les éléments nutritifs, le sol rentre dans sa dégradation chimique, c'est-à-dire que tous les éléments vont se lessiver, ils vont polluer les rivières, ils vont polluer les nappes, ils vont se faire traiter de pollueurs. Puis ensuite, quand vous avez perdu votre matière organique, perdu les liens d'attache, c'est les argiles qui s'en vont, et dès qu'il pleut, les rivières sont pleines de boue. Donc nous, on essaie de voir à quel niveau de dégradation se situe son sol. Des choses toutes simples, hein. Vous êtes ici dans une région vallonnée, vous allez en forêt, vous mettez à la limite de la forêt et d'un champ agricole, vous verrez, il manque entre 25 et 50 cm de sol. Donc on fait comprendre à l'agriculteur, parce que la plupart de nos forêts datent de la guerre de 14, puisqu'elles ont été abandonnées par les gars qui étaient morts au front. On leur fait montrer que depuis 14, ils ont perdu entre 25 et 50 cm de terre. Et ça, c'est des choses qui sont simples pour les agriculteurs à comprendre, qu'ils décapitalisent. Ils sont en train de décapitaliser. Donc ce sont de mauvais capitalistes. On passe leur temps à leur faire croire qu'ils sont des hommes d'affaires, enfin qu'ils sont des chefs d'entreprise. C'est absolument faux. Ils décapitalisent complètement. Ce sont de très très mauvais capitalistes. Ils cassent leur matériel, leur outil de travail. Donc ça, c'est une chose qui est difficile à leur faire accepter parce qu'évidemment, ils sont persuadés qu'ils cultivent très très bien. Et quand on leur montre que leur outil de travail est effondré et que maintenant, sans engrais, ils ne produiraient plus rien, là, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir par l'agro-industrie, quoi. Déjà, la première chose pour l'accompagner, on va lui demander s'il connaît son sol. Donc ça, c'est la première chose qu'on essaie de faire comprendre aux agriculteurs, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas leur outil de travail. Donc quand vous ne connaissez pas votre outil, vous ne l'utilisez pas bien. Donc ça va être... alors ça, c'est pas facile. Ils ont beaucoup de mal à entendre une chose pareille parce qu'ils sont persuadés qu'ils le connaissent. Et parce qu'ils vont le décrire simplement un argilo-calcaire ou un sableux et tout. Mais quand on leur dit qu'est-ce que vous avez dedans, est-ce que vous connaissez son pH, est-ce que vous savez quelle vocation il a, alors là, on leur parle vraiment presque japonais. Et donc, en partant de ça, on va l'accompagner sur sa parcelle qui lui pose le plus de problèmes, parce que quand ça va bien, il ne va pas demander. Et on fera un profil, donc on va vraiment lui montrer son sol tel qu'il est, en surface, en profondeur, lui montrer comment vont ses racines, si elles sont rondes, si elles sont belles, si son sol sent bon, s'il ne sent pas bon, s'il est souple, s'il est granuleux. En fait, on va lui faire toucher, on va lui faire travailler ses sens. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont oublié ce contact à la terre. Ça les surprend aussi, de prendre la terre, de la sentir, par exemple. Et puis, après ça, on prélèvera et donc on vient au laboratoire pour lui dire, on l'a quantifié ce qu'il a, qu'est-ce qu'a de particulier son sol, en bien ou en mal. Et avec ça, on va lui donner un conseil pour choisir peut-être une rotation ou des plantes des semences qui seront mieux adaptées au type de sol qu'ils ont. Et puis, souvent, comme ils ont l'habitude de faire que des analyses de terre, ils connaissent que la surface. Quand vous avez un sol qui est très riche en éléments en profondeur et qu'il y a une possibilité à la plante d'y aller, c'est comme dans votre frigidaire. Si vous n'utilisez que la première partie, vous allez avoir l'impression qu'il faut que vous fassiez souvent les courses. Mais si vous utilisez tout le frigidaire, vous y allez qu'une fois par semaine, quoi. Donc en fait, s'ils utilisent tout ce potentiel, ils achèteront moins, puisqu'en fait, la plante va pouvoir se nourrir plus longtemps dans son sol. Enfin, même ne pas avoir besoin de rajout. Donc très souvent, ça les amène sans avoir presque des fois absolument rien modifié. Même pas leur dire, il faut faire une rotation, il faut changer d'outil, il faut passer au semi-direct sous couvert. Mais déjà, rien qu'avec leur sol, en fonction de ce qu'on a vu, dans certains cas, on va dire, déjà, vous pouvez diminuer la potasse, vous pouvez diminuer le calcium ou certains trucs. Donc, ça peut déjà leur faire une économie alors qu'ils n'ont absolument rien changé. On n'est même pas rentré dans leur dire, et dans le meilleur des cas, c'est d'essayer de les amener à une rotation, à une agriculture plus biologique, et puis le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire moins labourer la terre, plus la labourer, travailler avec des couverts, et là,
le monde des abeilles devient, c'est hyper important, puisque quand on fait des plantes de couverture, on mélange pour que le sol soit super couvert. En fait, dans l'optimisation des cas, il faudrait mettre 12 plantes, mais ce n'est pas possible. Mais souvent, on a des agriculteurs qui en utilisent 6 et ils vont mettre du colza, ils vont mettre du tournesol, ils vont mettre du lin, ils vont mélanger. Donc au niveau, c'est souvent des plantes mellifères qui ont une possibilité de nourrir les abeilles. Et ça, par contre, ça c'est un très très gros changement pour l'agriculteur, parce que c'est des techniques extrêmement compliquées. Il faut du matériel supplémentaire, mais surtout il faut vraiment bien se placer. Et si on ne le fait pas bien, souvent il y a des non-réussites, et les agriculteurs, quand ils sont déçus, ne reviennent pas. Depuis 25 ans, c'est un peu compliqué de dire combien exactement d'exploitations on a accompagné. Simplement, parce qu'on ne travaille pas qu'en France, on travaille en Europe, on travaille dans le monde. Bon, je peux simplement dire que, comme tout est répertorié depuis 25 ans, on en est à notre 8 millième profil analysé. Et au niveau du visuel, donc dans les parcelles, puisqu'on ne prend pas forcément de la terre partout, on en est à 12 ou 13 000. Et en client, on approche des 3 000, je crois. Mais en exploitation, ça ne veut pas forcément dire 3 000 clients, quoi. Parce qu'il y a des gens, puis il y a des personnes qui nous font venir une fois, puis après c'est terminé. Puis on a des clients qui, en fait, ça fait 10 ans qu'on les suit. Donc, ils nous redemandent, mais c'est quand même... Donc, c'est pour ça que c'est pas... Il y en a, c'est hyper ponctuel, puis il y en a d'autres, c'est vraiment des gens qu'on suit parce que ils considèrent qu'on les fait avancer, quoi. Mais c'est vraiment... c'est pour ça que maintenant, je pense que c'est l'habitude, mais quand vous avez vu autant de terre, autant de sol, autant de paysages, parce que... En fait, les parcelles s'inscrivent aussi dans un paysage. Très souvent, d'ailleurs, le mot... Moi, je préférerais qu'on revienne au premier mot, le paysan. Bon, c'est peut-être un bateau, ce que je veux dire, mais c'était lui qui faisait le pays. Et en fait, son domaine s'inscrivait dans la beauté du paysage. À l'heure actuelle, vous avez des endroits, c'est dramatique, quoi. Ils ont tout arraché. S'ils pouvaient cultiver le goudron, ils le cultiveraient. Et ça fait partie aussi de l'énergie qu'on peut mettre dans une culture. La beauté fait partie et intégrante. Et dans agriculture, autrefois, c'était le mot culture. Donc on n'était pas que du côté agricole, on était dans la culture. Bon, c'est vrai qu'on a des témoignages où des gens disent ça leur a permis. Bon, je pense à la ferme de Récicourt, Monsieur Fourmet, qui au départ était en conventionnel, était quelqu'un hyper classique, des herbages et tout, qui est en biodynamie à l'heure actuelle sur 300 hectares, qui a ramené les bêtes, qui dit que il faut avoir un équilibre là-dessus. Donc ça, c'est quelqu'un qui nous a suivis et qui dit qu'il a changé parce qu'il nous a rencontrés. On a des vignerons qui disent que à partir du moment où on a commencé à travailler avec eux, effectivement, ils ont moins utilisé de produits. Ils ont aussi des vins qui ont plus de complexité. Donc voilà ce qu'on peut apporter. C'est plus Emmanuel. Emmanuel a travaillé avec quelqu'un, par exemple, dans le sud de la France pour la lavande, avec des problèmes comment on appelle ça, de dégénérescence de la lavande. Il les a aidés et ça commence à aller mieux en faisant retravailler, en utilisant certaines choses. Mais il y a des agriculteurs ou des vignerons qui disent que on leur a redonné goût aussi à retravailler la terre et à redevenir paysans. Et non pas à être toujours à aller acheter des produits. Parce qu'en fait, le gros problème qu'on n'a pas soulevé, c'est que c'est très compliqué de lutter à côté de coopératives agricoles,
Parce que souvent, on nous critique que notre travail est trop cher, puisqu'en fait, on se déplace, on fait plusieurs analyses. Donc, le coût, nous, de notre intervention n'a rien à voir avec une analyse de terre où l'agriculteur prend de la terre et ça coûte quasiment rien. Et nous, on dit qu'on devrait leur donner. C'est quand ils reviennent, en fait, on leur dit que ça va pas bien et qu'il faut qu'ils rajoutent des produits. Mais ils ont dépensé que, je sais pas, 150 euros. Nous, on est presque, pas tout à fait 10 fois, hein, puisqu'on est à 1 200 euros l'analyse. Mais enfin, aller les voir. Mais en fait, il y a toujours, après, beaucoup moins à utiliser. Et si l'agriculteur faisait la somme de ce qu'il a gagné, de ce que ça lui a apporté, c'est évident que très très vite, il aurait récupéré. Mais en fait, on est toujours dans cette civilisation où c'est pas cher, donc on prend, quoi. Et je pense que c'est... Bon, les témoignages, c'est ça, quoi. C'est qu'il y en a qui ont retrouvé le goût d'être paysans, et il y en a, c'est les fils qui, en voyant ce qu'on a fait, on dit on va continuer la ferme, on va continuer le vin. Donc nous, on a gagné. Chaque fois qu'on fait changer quelqu'un en biologie, en biodynamie dans le meilleur des cas, ou qu'utilise moins de produits sans qu'ils aient forcément l'étiquette biologie, on a gagné. Il faut qu'ils aient le courage de faire ce qu'on a fait. Nous, on s'est défonctionnalisé. Il faut que les paysans se défonctionnalisent. Il faut qu'ils renoncent à toutes les subventions. Le jour où les paysans diront on ne veut plus de subventions de la PAC, là, les choses changeront immédiatement. Parce qu'à partir du moment où comme ils ne vivent que de subventions, à partir du moment où il n'y a plus de subventions, le système s'effondre. Et ils seront obligés à ce moment-là d'aller vers des produits de qualité. Vous avez plein de vignerons qui sont devenus indépendants, qui ont quitté la COP. Tous les gars qui quittent la COP, ils s'en sortent. Les gars qui restent dans les COP, ils sont cuits. Mais il faut un courage énorme. Vous savez, nous, on avait 2 salaires de fonctionnaires, on était vraiment peinards, on n'avait pas tellement envie de changer, on avait en plus 2 enfants. C'est un énorme courage. On a fonctionnalisé les agriculteurs en Europe. On a fait des exploitants agricoles qui dépendent de la PAC. Avoir le courage de dire non, on n'en veut plus. On entend de temps en temps à la télévision des agriculteurs qui disent mais nous, c'est pas les subventions qu'on veut. Nous, on veut vivre de notre métier. Mais pour pouvoir vivre de leur métier, il faut arrêter toutes les subventions. Mais on ne peut pas. Si par exemple les Français demandent qu'on arrête les subventions puis qu'on continue à les distribuer aux Allemands, aux Italiens et tout, ça ne peut pas marcher. Il faut que ce soit une décision générale de l'Europe de dire bon, c'est fini. On ne subventionne plus l'agriculture et on va payer correctement les produits agricoles pour que les agriculteurs puissent en vivre. Et on va leur demander non plus de faire de la quantité, mais de faire de la qualité. Bon, à ce moment-là, ils vivront. Hein. Mais bon, c'est des choix politiques. Hein. En tout cas, la PAC, c'est un échec, puisqu'après 70 ans, les agriculteurs ne peuvent toujours pas vivre sans subvention. Donc, c'est un échec total. Je veux dire, à la sortie de la guerre, on a subventionné les banques, on a subventionné l'industrie automobile, on a subventionné énormément d'industries, puis maintenant, elles volent de leurs propres ailes. Le monde agricole est toujours subventionné à mort. Donc, c'est un échec total de la politique agricole.